bienvenue à cette table ronde, donc prise en charge thérapeutique et loisirs. Donc c'est une table ronde qui va se dérouler en deux temps. À la fois, il y aura donc un temps de présentation, donc avec tous les intervenants que nous avons ici et que je vous présenterai tout à l'heure. Et donc un deuxième temps qui sera un temps d'échange avec vous, public en fait. Donc dans ce temps d'échange, il y aura un temps d'échange avec des questions d'ordre général. Auxquelles tous les intervenants pourront répondre. Et puis, si vous le souhaitez, des questions un peu plus personnelles qui seront alors l'objet, par exemple, de questions adressées à un seul des intervenants, soit dans cet amphithéâtre, soit éventuellement sur les stands. Parce que, comme vous le savez, donc le dernier temps de cette journée, ça sera donc dédié à une troisième conférence sur une ouverture sur la société, quelle société allons-nous construire demain. Voilà. Dans ce premier temps de présentation, nous avons différents intervenants. Nous avons Marie-Claire Thiollier, qui est donc orthophoniste et directrice du réseau E=MC10 et du réseau 10-10. Il y a donc Virginie Sébar, qui est donc psychomotricienne, qui appartient aussi au réseau. Nous avons Valérie Poncet, qui est orthoptiste. Nous avons Mathilde Vernet, qui est donc neuropsychologue. Nous avons Samuel Angulaire, qui est donc ergothérapeute. Et donc Jocelyne Arnaud, qui fait partie, et Sylvie Vialon, qui est psychologue. Et donc Jocelyne Arnaud, qui fait partie de l'association pour les enfants dyspraxiques, donc 1, 2, 3, 10, et qui va nous présenter les samedis 10. Et donc Xavier Hernandez, qui était responsable formation à l'UCPA et qui, pour des soucis de santé, n'a pas pu être présent aujourd'hui. Donc je vais tenter de vous présenter la fin du diaporama sur les loisirs sportifs, qui était sa présentation, mais voilà, qui ne peut être faite par lui. Voilà. Je vais passer la parole à Marie-Claire Thiollier. Merci Sophie, bonjour. Moi je suis orthophoniste. On a parlé ce matin des enfants qui présentaient dans des troubles des apprentissages, donc les enfants 10, et ces enfants, comme vous l'avez entendu plusieurs fois ce matin, présentent des tableaux avec une implication des troubles. Du coup, ils vont faire appel, les familles, à plusieurs professionnels qui vont devenir des partenaires de leur prise en charge. Donc ces professionnels peuvent intervenir en libéral ou en institution. Donc le professionnel recours, en général sollicité en première intention, est le médecin. Ensuite, vous avez l'orthophoniste. On ne les a pas forcément mis dans un ordre d'arrivée, mais pour vous dire qu'en fait, ils vont intervenir auprès de l'enfant, donc médecin, orthophoniste, psychomotricien, orthoptiste, ergothérapeute, neuropsychologue, psychologue, qui peuvent intervenir soit en libéral, soit en institution ou au sein d'un réseau de santé, en partenariat avec différentes institutions. Donc on peut travailler effectivement et aller faire des bilans diagnostiques auprès des centres référents de tous les apprentissages, des CNP, centres médico-psychologiques, CNPP, centres médico-psychopédagogiques, CESAD, services d'éducation spécialisés de soins à domicile, et CAPS, centre d'action médico-sociale précoce. Mais bien entendu, on peut également travailler en partenariat, et il le faut, avec l'école et la famille. Les parents sont des partenaires indispensables à la prise en charge des enfants qui présentent des troubles d'apprentissage, en lien également avec l'école et les associations de parents qui vont être là pour vous seconder, pour vous aider et répondre à vos questions quand vous en avez. Donc, pour décrire les troubles des apprentissages, alors j'aimais bien la dimension qu'a évoquée ce matin le professeur Fourneret en parlant il parlait justement de dimension. On parle maintenant plus fréquemment de troubles spécifiques des apprentissages, dans la mesure où c'est un trouble d'origine neurodéveloppementale qui va être durable et qui va atteindre une dimension. Donc une dimension qui peut être soit le langage, soit la motricité, soit le calcul, soit l'attention, une dimension dans le sens où c'est aussi une atteinte d'une fonction cognitive. On va parler donc de dyslexie quand on aura une atteinte du langage écrit. De dysphasie, quand la fonction du langage oral, la fonction verbale sera altérée,
de dyscalculie, comme son nom l'indique, donc face à des troubles de calcul et de raisonnement logique, de dyspraxie lorsqu'il s'agit d'un trouble de la coordination des gestes, et associé à ces troubles spécifiques des apprentissages, on pourra rencontrer fréquemment un trouble déficitaire d'attention avec soin et hyperactivité. Alors, ce qui est important de noter, c'est que ces troubles se présentent rarement de façon isolée. Ils sont souvent intriqués et ils ont comment dirais-je, l'un influe l'autre et crée ce qu'on va appeler des profils, en fait, des profils de troubles spécifiques. Du coup, ça va faire intervenir à des moments différents professionnels. Et on va voir, on a travaillé ensemble, donc toutes les personnes réunies à cette table ronde, pour vous dresser un visuel où vous allez voir à quel moment tous les professionnels peuvent intervenir, mais il n'y a pas de parcours non plus de type. Il ne faut pas oublier que l'enfant a un rythme de développement, mais on va surtout mettre en évidence, par la taille des bulles que vous allez voir juste après, l'interaction, enfin l'action d'un des professionnels en particulier selon le trouble qui est présenté par l'enfant. Alors, dans le cadre des troubles spécifiques du langage oral, donc la dysphasie, vous voyez qu'autour de ce trouble peuvent graviter plein d'intervenants. L'idée, c'est qu'on n'est quand même pas tout ça en même temps. C'est qu'il faut effectivement privilégier certains actes à certains moments de l'évolution de l'enfant et savoir aussi laisser la place à un ou des professionnels à un autre moment. Donc, dans le cadre du langage oral, effectivement, celui qui est un peu plus gros, on voit bien, c'est l'orthophoniste, c'est son métier, l'orthophoniste, d'aborder les troubles du langage oral, mais en lien très souvent avec le psychomotricien. On défend bien le fait que le fait de parler corresponde aussi à un mouvement. Donc l'association des deux prises en charge est intéressante. Donc bien entendu, tout le temps, famille et médecin, on y tient beaucoup. Les parents, vous êtes des partenaires, c'est qu'avec vous qu'on peut faire avancer et évoluer la prise en charge de l'enfant. Donc je vais peut-être pas détailler tous les je ne sais pas ce que vous en pensez. On y reviendra après, chacun des professionnels va préciser sa discipline. Alors, pour le trouble du langage écrit, vous voyez aussi pareil, il y a des tailles différentes avec l'orthophoniste qui intervient également en premier lieu. L'ergothérapeute va avoir son rôle également concernant le geste graphique. Donc, dans le langage écrit, on pourra aussi aborder, en plus de la dyslexie, la dysgraphie. L'orthoptiste aura son rôle aussi à jouer, puisqu'il va intervenir dans la rééducation neurovisuelle, mais elles vont toutes exprimer leur action, enfin expliquer leur fonctionnement après. Et puis, bien entendu, de manière régulière, on peut avoir le psychologue, le psychomotricien et le neuropsychologue qui peuvent intervenir à moindre dose, mais ils sont quand même là. Et toujours la famille et le médecin comme pivot de cette prise en charge. Alors, dans le cas de la dyscalculie, trouble spécifique logico-mathématique, on a encore l'orthophoniste, elle intervient à plusieurs endroits finalement. En lien avec la neuropsychologue, on voit que les bulles sont à peu près neuropsychologue et ergothérapeute, donc elles sont à peu près à la même dimension. La neuropsychologue peut intervenir ici dans le cadre de la remédiation cognitive, elle va vous en parler tout à l'heure, et l'ergothérapeute dans tout ce qui est en lien avec la géométrie, la planification, etc. La dyspraxie, est-ce que je te laisse dire, Samia, peut-être? Allez, change un peu. La dyspraxie qu'on appelle maintenant aussi de TAC, le trouble d'acquisition de la coordination, donc effectivement plus du domaine de l'ergothérapeute et de la psychomotricité, comme donc avec une action plus sur le geste, je vous reparlerai un petit peu quand je parlerai de développer l'ergothérapie, à la fois sur le geste, sur le repérage visuospatial et sur tout ce qui va être aussi la dyspraxie d'origine plus exécutive, et une intervention aussi de l'orthotiste dans tous les aspects visuospatiaux, de la psychologue dans tous les aspects de la différence que peut engendrer les troubles praxiques, de la neuropsychologue en lien avec l'ergothérapeute sur tout ce qui va être exécutif, organisationnel et planification, l'orthophoniste si on a un trouble associé, en plus de la dyspraxie, un trouble de langage, et bien sûr le médecin qui va coordonner et qui va pouvoir aussi diriger, et la famille à un point incontournable de la prise en charge de l'enfant.
trouble déficitaire de l'attention. Vous m'entendez? Non. Et ensuite, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, qu'on appelle le TDAH, qui associe à la fois des symptômes attentionnels avec des troubles de l'attention dans différents types d'attention, à la fois sur le plan auditif et sur le plan visuel. Également une impulsivité, un enfant qui va être incapable de se contrôler, qui va aller trop vite, qui va se précipiter dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il peut dire également. Et puis il y a tout le domaine de l'hyperactivité, de l'agitation motrice, un enfant qui est incapable de tenir assis. Et donc face à l'ensemble de ces symptômes, la neuropsychologue peut intervenir pour justement apprendre à contrôler les gestes, apprendre à contrôler et à maîtriser son attention. La psychologue va être bien sûr tout à fait indispensable également pour apprendre à travailler aussi avec les autres enfants, apprendre à être face à d'autres enfants, à gérer son impulsivité. L'orthophoniste également peut tout à fait intervenir pour tout ce qui fait appel au domaine du langage, à la précipitation dans le langage. Et puis ergothérapeute, orthoptiste, psychomotricien sont bien sûr indispensables pour pouvoir accompagner mieux les enfants TDAH. Tout ça en partenariat avec la famille et les médecins qui sont toujours bien présents pour ce trouble également. Je vous entends pas très bien. Vous ne parlez pas assez près du micro. D'accord, oui. Alors, on vous a présenté donc différents profils avec différentes interventions professionnelles. Attention, il ne s'agit pas de réduire le trouble à un type de prise en charge, où l'enfant a un trouble et aussi un type de prise en charge. Il faut se rappeler en fait qu'on a devant nous des enfants, et avant tout il faut aussi leur laisser le temps de grandir. Ils sont également, je vais répéter ce qui a été dit ce matin et c'était vraiment important dans la mesure où ces enfants présentent effectivement des troubles qui sont enchâssés, il faut en tenir compte, mais que les prises en charge ont pour vocation essentielle de leur permettre de mettre en place des compensations des troubles qui auront été diagnostiqués en amont par les professionnels et par le regard croisé de chacun des professionnels autour de l'enfant. Il n'y a pas un parcours type, mais il y a un parcours qui va pouvoir être élaboré en concertation avec les professionnels qui travaillent autour de l'enfant, parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut marcher, et en accord effectivement avec la famille, le médecin et avec l'enfant. Qu'est-ce qu'on avait aussi dit? Enfin, il faut aussi il y a une importance aussi à repérer que les diagnostics peuvent évoluer au cours de la prise en charge. Il y a un enfant qu'on aura pu diagnostiquer peut-être ayant un retard de parole ou de langage à un moment donné de son évolution, enfin de son âge, et qui va peut-être se déterminer comme présentant une dysphasie. L'idée c'est qu'on ne va pas se fixer à des étiquettes, comme on ne va pas se fixer à un parcours, il n'y a pas une meilleure prise en charge. Ce qui nous paraissait surtout important là aujourd'hui, c'est de vous montrer que tous ces professionnels doivent croiser leur interaction pour permettre que l'enfant puisse avoir une lecture, un langage, un calcul, enfin qu'il puisse être fonctionnel dans son approche de sa scolarité. Et puis bien sûr, il faut aussi tenir compte que cet enfant c'est un enfant et qu'il a besoin de s'amuser et il faut lui laisser le temps des loisirs. Alors, bien entendu, l'expression de tous les apprentissages, c'est à l'école, c'est à la maison. Donc, c'est vraiment indispensable de mettre en place des liens avec l'école. Et je rebondis sur la notion de ce matin d'équipe pédagogique et équipe éducative. C'est indispensable que les professionnels y participent et en partenariat donc avec les enseignants. Et c'est quelque chose que, en tout cas, les personnes qui sont ici présentes s'attachent à faire dans leur quotidien. Et je pense que plus il y a de professionnels qui peuvent agir dans ce sens-là, mieux c'est pour l'enfant. C'est donc un deuxième temps de cette présentation où chaque professionnel va nous présenter de façon plus précise là où il intervient dans la prise en charge thérapeutique. Donc le médecin, il a un rôle un peu transversal, comme vous l'avez vu dans la conférence ce matin. Il intervient dans le repérage, dans le dépistage, dans la prescription du bilan. Alors mieux il sera formé, effectivement, mieux il pourra déterminer les bilans ou en tout cas les orientations pour les différents bilans à faire. Et il peut aussi intervenir après dans le suivi.
Il intervient aussi au niveau de la santé globale de l'enfant, c'est-à-dire qu'il connaît l'enfant dans son milieu, donc il connaît l'univers familial, mais il a aussi donc, le côté santé physique, santé psychique. Il va aussi pouvoir éventuellement médicaliser, en tout cas proposer des médicaments quand cela est important d'accompagner cet enfant ou même d'instaurer un suivi psychothérapeutique. En fait, il est un peu à l'interface entre les différents intervenants. Donc, il a un peu un rôle transverse. Voilà. Il est aussi donc, dans tout ce qui est suivi, notamment des conséquences qui peuvent être des conséquences de troubles du comportement ou encore de dépression ou de choses comme ça. Voilà, donc il a aussi pour rôle, j'allais dire, de détecter parfois des symptômes qui ne sont pas forcément très spécifiques d'un trouble spécifique du langage ou un trouble spécifique de la coordination ou même du langage écrit, parce que parfois c'est des enfants qui somatisent leur souffrance à l'école et qui du coup viennent pour des maux de ventre, pour des troubles du sommeil, des troubles alimentaires et qui au fond cachent autre chose et qui peuvent amener parfois au diagnostic de troubles des apprentissages. Donc c'est un peu faire le tri, j'allais dire en première ligne, pour ensuite donc, donner, j'allais dire accompagner dans le parcours de prise en charge après le diagnostic, donc de prise en charge thérapeutique auprès des différents thérapeutes. Donc voilà, je passe la parole à Marie-Claire. Alors là, c'est l'orthophoniste. L'orthophoniste intervient effectivement pour les troubles du langage et de la communication. Vous savez que le langage a son importance dans la communication de tous les jours et que c'est grâce à ce langage qu'on va pouvoir du coup, être inséré socialement, scolairement, aussi avec des apprentissages. Donc l'orthophoniste est un praticien qui s'occupe des perturbations du langage sur prescription médicale. On agit très tôt, on peut agir en termes de prévention et de dépistage au sein de CAMS ou en travaillant en formation avec des professionnels de PMI ou de médecine scolaire. L'orthophoniste intervient également lorsqu'il est sollicité pour des bilans orthophoniques. Alors, dans le cadre d'un bilan de langage oral, il pourra poser des diagnostics, de diagnostic orthophonique, de retard de parole, retard de langage, de troubles de développement du langage, de troubles d'articulation, troubles de la voix, et donc plusieurs champs qui sont inclus au niveau du langage oral. Dans le cadre du langage écrit, l'orthophoniste va pouvoir évaluer l'enfant au cours d'un bilan orthophonique et faire émerger un diagnostic de retard d'acquisition de la lecture, par exemple, puisqu'on ne pourra pas poser le diagnostic de dyslexie avant 18 mois de confrontation à la lecture, mais ça, du coup, ça permettra d'avoir un regard, il ne faut pas hésiter, si on voit que l'enfant a du mal à entrer dans la lecture et à dresser pour un bilan orthophonique, d'autant plus s'il a eu des antécédents de retard de langage. Il interviendra également donc, pour les diagnostics de dyslexie, orthographie, dysgraphie, et voilà. Suite à son bilan, il va mettre en œuvre donc, une prise en charge qui pourra se faire de manière individuelle et qui aura pour objectif de développer et d'automatiser des compétences qui ne fonctionnent pas. Les enfants 10, comme on l'a dit ce matin, sont intelligents. Ils ont de fortes compétences, il y a des fonctions qui ne marchent pas, c'est ce qui fait qu'ils ont un trouble, et l'objectif de ces bilans est de repérer les compétences pour pouvoir s'appuyer dessus et contourner les difficultés qu'ils présentent du fait de leur trouble. Voilà, l'objectif de la rééducation orthophonique, c'est d'être compris, de comprendre, de communiquer avant tout, et de savoir lire et écrire pour ces enfants. Alors, les orthophonistes interviennent également, pour certaines, dans le domaine de logico-mathématique, lorsque l'enfant présente donc, des troubles donc, du calcul, du calcul, du sens du nombre, des difficultés également en lien avec le raisonnement logique. Il fera une évaluation qui s'appelle un bilan du raisonnement logico-mathématique et de la dyscalculie. Cette évaluation donc, verra comment l'enfant appréhende donc, les opérations, les structures logiques et quelles sont ses compétences numériques et mathématiques. Alors la prise en charge sur le plan logico-mathématique se fera également de manière individuelle le plus souvent,
Et aura pour objet donc le raisonnement logique et déductif, le traitement numérique, la procédure et le traitement séquentiel. C'est des enfants qui ont du mal à mettre en place, à planifier quelles sont les opérations qu'on va mettre en œuvre pour résoudre tel problème. Voilà, donc cette rééducation, elle se fait une fois par semaine, voire deux. J'ai oublié d'assister tout à l'heure sur la prise en charge du langage, sur la régularité et la fréquence des séances. Comme on veut rendre automatique une procédure qui ne l'est pas, notamment la lecture, c'est important de pouvoir faire des séances de manière intensive, peut-être sur un temps court, mais bien penser à mettre en place des fenêtres thérapeutiques, parce que c'est des enfants qui sont 10, ils peuvent avoir toute leur vie des prises en charge, mais il faut savoir arriver à interrompre et à faire la place à un autre professionnel qui va avoir aussi son action à faire auprès de l'enfant. Alors, le psychomotricien, donc, il intervient à un moment ou l'autre dans ces troubles justement des apprentissages. Alors, on procède tout d'abord en tant que psychomotricien à une évaluation, donc le bilan psychomoteur. On voit en fait différents points, parce que la psychomotricité, c'est prendre l'enfant dans sa globalité, ça c'est le fondement de la psychomotricité. On prend l'enfant corps et âme et on l'accompagne justement dans son développement pour qu'il puisse y avoir une révélation de sa personne qui puisse être bien malgré les troubles. Donc au niveau de l'évaluation, on regarde tout ce qui est de la coordination motrice globale et fine. Donc coordination motrice globale, ça va être tout ce qui touche autour du mouvement global, donc dans l'espace, tout ce qui est de la prise de posture en termes d'équilibre statique et aussi dynamique. Pour tout ce qui est de la motricité, des coordinations fines, ça va être ce qui va toucher autour du geste, en allant jusqu'au geste fin et au graphisme. On évalue aussi pour l'enfant pour tout ce qui est autour de la latéralité, donc c'est la connaissance qu'il va avoir à la fois la droite et la gauche, mais c'est surtout quel côté il va plus utiliser, si c'est plutôt le côté droit ou plutôt le côté gauche, au niveau de l'œil, de la main et du pied. On évalue aussi tout ce qui touche à son schéma corporel, donc c'est la conscience qu'il a de son propre corps, comment il connaît son corps, comment il se l'approprie. Et puis en lien très très proche, c'est l'image du corps, donc l'image qu'il a de lui-même, comme il se connaît depuis qu'il est tout petit, depuis ses premiers mouvements, donc comment il connaît son corps. Il y a tout ce qui touche à l'organisation, à la structuration dans l'espace et dans le temps, donc qui est en effet un lien souvent important dans les troubles 10. On travaille aussi tout ce qui est autour du tonus. Alors le tonus, c'est à la fois l'état de notre tonus musculaire, mais c'est aussi très lié aux émotions. Donc on travaille aussi beaucoup sur ce plan-là. Et puis on intervient, comme on est dans la globalité, aussi beaucoup sur le comportement, l'émotion. Donc tout ce qui peut être déclenché de par des difficultés, donc on intervient dans la globalité. Donc si au terme du bilan, eh bien, il y a en effet besoin d'une prise en charge en psychomotricité, alors comme disait Marie-Claire en orthophonie, c'est pareil, c'est dans une régularité, souvent c'est une séance par semaine. On essaie de fixer le même jour, à la même heure, pour qu'il y ait déjà ce repère dans le temps pour l'enfant aussi, pour se situer, puis qu'il y ait un espacement régulier entre les séances pour pouvoir aussi digérer le travail que l'enfant fait. Parce qu'en psychomotricité, en effet, on joue, mais on joue, c'est pour travailler, c'est pour pouvoir avancer dans les difficultés. Donc, dans la prise en charge en psychomotricité, c'est à la fois rééducatif et thérapeutique. C'est vrai qu'on utilise les deux termes. Donc, l'important, c'est de considérer l'enfant dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le symptôme. Donc, l'accompagnement est là pour permettre à l'enfant de s'épanouir. Donc, on part. Le bilan, c'est pour repérer les difficultés, mais principalement, c'est repérer ce qui fonctionne bien aussi et surtout. Parce qu'on part de ça pour permettre à l'enfant de se dire là ça fonctionne bien, ça fonctionne bien aussi. Donc ça c'est les compétences socles, et puis après on va accompagner les compétences qui ne sont pas encore là, essayer de les faire émerger justement pour que l'enfant prenne conscience qu'il a des possibilités. Donc on consolide les repères corporels. Une séance en psychomotricité, c'est vrai qu'on va beaucoup bouger, on est souvent sur le tapis, on construit des parcours. Donc c'est maîtriser le mouvement. Donc avec un enfant, on travaille beaucoup avec les enfants qui ont des troubles dyspraxiques. Donc c'est vrai que le geste, il n'est pas automatique, donc on va décomposer le geste. Et un enfant dyspraxique, souvent il va se dire je suis pas doué en sport, ça sert à rien, je suis maladroit, j'y arrive pas. Ben si, on va
refaire tout doucement par le biais du jeu en dédramatisant, et on va jouer au basket, et on va jouer au golf, et on va voilà, faire plein de choses dans plein de domaines dans lesquels l'enfant il va se rendre compte finalement qu'il peut y arriver. On va décomposer le mouvement, on va décomposer toute la succession des actions qu'il a besoin de faire, et l'enfant il va prendre conscience qu'il peut y arriver aussi. Donc ça c'est important parce qu'on a vraiment besoin de le revaloriser. Hein. On travaille dans l'espace, dans le temps, tous les points que je vous ai cités au début de l'évaluation, on ne travaille pas que sur le temps, que sur l'espace, tout est combiné et intriqué. Hein. Et donc on travaille sur ce renforcement de la confiance en lui pour l'enfant, parce qu'ils sont souvent bien mis à mal. Et c'est important, voilà, cette notion de tu es maladroit, tu es sale, tes cahiers sont toujours sales, tu ne fais pas d'efforts. Non, justement, c'est important ces étiquettes de les balayer, de redresser un autre portrait. Donc comme je dis souvent aux enfants, moi je ne suis pas une magicienne, je ne vais pas agiter ma baguette magique et te transformer, mais il y a plein de choses à l'intérieur de toi et je suis plutôt là comme une jardinière pour arroser les petites graines et puis on va faire émerger toutes les bonnes compétences que l'enfant a aussi en lui. Voilà, vraiment pour rebondir aussi ce qui était dit ce matin, c'est qu'il y a plein de capacités dans ces enfants-là et on est là en tant que professionnels pour les faire émerger. Et puis pour le travail en partenariat est vraiment important, et justement je passerai le message à mes collègues aussi après, où il y a un moment donné où on arrête la psychomotricité sans doute, parce que on se dit maintenant c'est peut-être plus ce domaine-là, plus près, c'est plus dans ce domaine-là, donc notamment l'ergothérapie, où c'est important qu'on travaille de concert, parce qu'il y a des choses communes où on travaille ensemble, et à un moment donné ça relève plus de l'ergothérapie, du coup la psychomotricité, c'est important qu'on fasse un break à un moment donné, qu'on s'efface et que le travail se passe autrement, en orthopsie, dans d'autres domaines. Bonjour, donc moi je suis orthoptiste. L'orthoptiste, l'orthoptie ici c'est un acte qui est remboursé, qui est sur prescription médicale. Nous exerçons en libéral, mais aussi au sein de structures. Notre évaluation va passer par différents points, notamment par la prise d'acuité visuelle. Cette prise d'acuité visuelle, elle est très importante, encore plus, ou en tout cas tout autant que tout enfant qui ne présente pas de difficultés d'apprentissage, car la vision, c'est non seulement le fait de bien voir, mais c'est surtout le fait d'avoir deux yeux qui travaillent ensemble et qui ont globalement la même acuité visuelle. L'évaluation, ça passe par le fait de s'assurer que les deux yeux voient de la même façon, car un œil gauche meilleur qu'un autre ou l'œil droit meilleur que l'autre, eh bien ça peut donner, nous en reparlons sur la lecture, des sauts ou des débuts de mots tronqués. Donc c'est important de l'évaluer et d'envoyer, en ce qui nous concerne, vers l'ophtalmologue le plus vite possible si on se retrouve avec une faiblesse non diagnostiquée jusqu'à présent. C'est important d'évaluer aussi la vision binoculaire. Alors ce sont des termes très optiques, mais c'est la qualité de coordination entre les deux yeux. S'assurer que les deux yeux travaillent bien ensemble d'un point de vue musculaire, car nous avons 6 muscles par œil, et il est important que ces 12 travaillent en phase. C'est quelque chose que l'on peut travailler très très tôt, la vision binoculaire, vers l'âge de 6 ans, lorsque la coopération le permet. On s'intéresse aussi à la coordination donc, de ces muscles oculomoteurs et on regarde essentiellement ce qui concerne l'enfant dyspraxique et dyslexique, si les stratégies visuelles de l'enfant sont bien en place. Une stratégie visuelle bien en place, ça veut dire commencer en haut à gauche un exercice, dans une lecture avoir une stratégie à laquelle on reste fidèle, ne pas avoir de méthode trop farfelue, arriver à s'organiser, à rester endurant. Lorsque l'on a donc un de ces 3 points qui est altéré, il faut engager une rééducation. Là, je vais rebondir sur mes collègues. Comme nous avons une action très mécanique, il est important que la rééducation soit hebdomadaire, une séance par semaine, avec donc l'amélioration de la convergence, donc au niveau des muscles de l'œil. L'idée de travailler le balayage visuel, s'assurer que les deux yeux tombent en même temps sur l'élément fixé. Affiner la coordination donc, et cette conjugaison œil-main. Alors ça c'est tout un cas de la dyspraxie, s'assurer donc que l'œil regarde les mêmes éléments au même moment que le doigt lorsque celui-ci est utilisé comme étant pointeur. Les enfants dyspraxiques auront un gros travail à fournir à ce niveau-là. Et ça permet donc, lorsque la prise en charge le permet, alors soit forcément de passer par un travail régulier, mais ça permet aussi de mettre en place des moyens de compensation. Alors je pense surtout à des outils, les enfants qui sont dyspraxiques par exemple, on va très vite mettre en place la notion de pastille.
plastique qui permettra de structurer par exemple un texte, arriver à surligner, arriver à alléger les outils, enfin les champs de lecture, utiliser le surlignage et en lien avec l'école, arriver à ce que l'enfant d'un point de vue oculaire soit placé de façon intelligente, c'est-à-dire que l'enfant qui ne voit pas bien ou l'enfant qui par définition a un œil qui ne travaille pas en même temps que l'autre, ne pas le mettre au fond à gauche par exemple de la classe, alors que par définition eh bien, il faudrait que l'élément fixé soit en face de lui pour limiter au moins le facteur fatigue visuelle. Donc l'orthopsie est encore rarement, on va dire, appréhendée en toute première intention. Ce sont encore nos collègues essentiellement orthophonistes ou ergothérapeutes qui orientent vers nous. Mais c'est important lorsqu'on rentre dans un schéma d'orthopsie d'arriver à avoir une certaine régularité en lien avec la famille, ça c'est extrêmement important, mais aussi l'école et avec les enseignants que l'on a régulièrement au bout du fil ou en direct. Donc l'ergothérapeute, donc aussi dans son rôle d'évaluation, donc l'évaluation de l'autonomie, donc l'autonomie au quotidien, se laver les dents, comment je fais mes lacets, comment je m'habille, l'autonomie à l'école, comment je manipule les outils scolaires, tout ce qui va concerner l'organisation du travail, organisation pratique de mon cartable, de mon classeur, de mes cahiers. Donc vraiment c'est une approche très, je dirais, très fonctionnelle, très écologique en situation. Et une grosse part de l'évaluation, bien sûr, sur les praxis. Donc, pour rappel, la praxis, c'est un geste qui va nécessiter un apprentissage. Un apprentissage sous forme d'essai, sous forme d'erreur, qui, après entraînement, va s'automatiser de façon normale. Donc, la dyspraxie, c'est des difficultés sur la programmation de ce geste et aussi des difficultés sur l'automatisation. Donc, les conséquences de ces difficultés d'automatisation font que les gestes vont être moins rapides, vont être plus difficiles, plus coûteux en énergie, et que la gestion de plusieurs tâches va être très difficile, voire impossible. Donc une praxis, ça va être typiquement découper, faire ses lacets, manger avec des couverts, conduire une voiture, aussi une praxis. Donc sur l'aspect plus spécifique, donc on va avoir une action sur l'évaluation des praxis gestuelles. Donc c'est tout ce qui va toucher le trouble du développement du geste. Sur l'aspect plutôt visio-spatial, donc là ça concerne tout le développement de la pensée spatiale, c'est-à-dire tout ce qui va être analyser les relations spatiales et aussi tout ce qui concerne l'attention visio-spatiale, c'est-à-dire la capacité de pouvoir engager son attention sur une cible, de pouvoir la désengager pour la porter sur une autre cible, le tout en se repérant dans l'espace. Et enfin, toutes les dyspraxies qui vont plus être liées à l'aspect exécutif. Donc les fonctions exécutives, c'est tout ce qui concerne la planification, tout ce qui concerne l'inhibition et la flexibilité mentale. Donc voilà, donc à nous en fonction des symptômes qui vont être apportés, donc ce qu'on va pouvoir observer, essayer de déterminer par bien des évaluations où ça dysfonctionne. Puis le temps de rééducation, donc l'objectif, améliorer les capacités. Donc sur le plan de l'écriture, voilà, on va tenir compte des différents aspects, donc les difficultés gestuelles, tout ce qui va être posture, tenue de crayon, les difficultés visio-spatiales, voilà, tout ce qui va être dans la perception des formes, le repérage sur les lignes pour l'écriture, la taille des éléments. Donc on va essayer de choisir la méthode qui va le plus se rapprocher des difficultés de l'enfant pour les cibler, pouvoir les compenser. Et aussi tout l'aspect exécutif de l'écriture, l'inhibition du geste, la planification des différentes séquences que vont nécessiter le geste graphique. On va agir sur le repérage dans l'espace, donc là c'est vraiment différentes méthodes de compensation. La plus courante qu'on va utiliser c'est la verbalisation, avec dans ces conséquences-là on a vraiment de grosses répercussions sur la scolarité, tout ce qui va être géométrie, repérage sur des cartes en géographie, tout ce qui va concerner également la lecture aussi, savoir se repérer. Donc là, on a vraiment un travail en lien avec les orthoptistes, à la fois pour les adaptations, et puis aussi on parlait aussi tout à l'heure de priorité de prise en charge. C'est vrai que c'est bien quand l'enfant a déjà eu une séance d'autopsie, qu'il a déjà appris à compenser au niveau de ses difficultés visio-spatiales, de passer ensuite en ergothérapie. On va pouvoir vraiment s'appuyer sur ce qu'il a acquis en orthopsie pour pouvoir nous placer nos compensations. On agit en rééducation, tout ce qui est sur l'aspect construction, planification, donc pareil par différentes méthodes que je ne décrirai pas aujourd'hui. Et bien sûr, tous les aspects gestuels, que ce soit dans la vie quotidienne et la scolarité,
puisque quand même le but ultime de l'ergothérapeute, c'est quand même d'acquérir une indépendance et une autonomie pour l'enfant. Au-delà de la rééducation, il y a l'adaptation, c'est-à-dire que là, c'est vraiment les outils de compensation pour pallier à une difficulté. La plus connue, c'est l'ordinateur sur l'écriture manuscrite. Alors, je voulais quand même dire encore une fois aujourd'hui que l'ordinateur, c'est quand même pas la solution miracle, qu'il y a plein de contraintes, mais c'est quand même une aide, à la fois pour l'écriture, certes, mais également pour tous les enfants qui vont présenter des trucs spécifiques du langage écrit. Pour tout ce qui va être logiciel adapté, on peut avoir quand même une aide sur le plan informatique avec d'autres difficultés aussi, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui dans Paris. On a bien sûr, comme tous nos autres collègues, un grand rôle au niveau adaptation pédagogique. Vraiment, la chance de l'ergothérapie, c'est de pouvoir, en général, pouvoir intervenir sur le temps scolaire ou au moins pouvoir très facilement se déplacer sur le lieu de l'enfant, que ce soit la maison ou que ce soit l'école, et donc de pouvoir vraiment travailler en lien avec les enseignants, avec les AVS s'il y en a. Donc on essaye vraiment de pouvoir être au plus proche des difficultés qui sont rencontrées par l'enfant au quotidien en classe et pouvoir proposer des aménagements adaptés et qui vont être possibles à mettre en place en fonction de l'enseignant qu'on a en face de nous. Et également après tout ce qui va être outils adaptés, plus spécifiques, je pense à des stylos adaptés, je pense à des supports de texte qu'on va pouvoir adapter aussi en fonction des difficultés. Donc en tant que neuropsychologue, moi je vais être sollicitée pour faire une évaluation des capacités intellectuelles des enfants. Alors en partie, c'est à la fois les neuropsychologues et les psychologues cliniciens qui peuvent faire ce travail-là. Et donc on rencontre énormément la majorité des enfants qui présentent des troubles des apprentissages. Ça permet d'établir ce qu'on appelle une quotient intellectuel avec des points forts, des points faibles dans différents domaines, à la fois sur le versant verbal, les compétences de compréhension, le raisonnement mental, et également sur les raisonnements plus ce qu'on appelle perceptifs, la logique. Ça, c'est des choses qui vous ont été détaillées, il me semble, ce matin par ma collègue Sonia Griffith-Aplouz. Elle vous a présenté différents profils d'enfants avec des troubles des apprentissages, et donc on parle aussi sur ces profils de QI pour ensuite se dire, là peut-être qu'il faudra un petit peu pousser en termes d'évaluation des capacités de l'attention et des capacités de mémoire, puisque ce sont également des plaintes qui sont rapportées à la fois par les enseignants et par les parents des enfants avec troubles de l'apprentissage. Donc voilà, il y a un temps d'évaluation qui permet de nous montrer quelles sont les capacités plus déficitaires, plus perturbées chez les enfants, et également ce qui fonctionne bien. Et on va pouvoir s'appuyer sur ce qui fonctionne bien, sur ces points forts, pour justement réadapter, pour surmonter les difficultés. Et la première étape, quand on fait de la remédiation cognitive, c'est des choses qui sont en train de se développer en neuropsychologie, c'est-à-dire qu'on va accompagner les enfants pour leur permettre d'évaluer, de surmonter les difficultés cognitives, soit dans le domaine de l'attention, soit dans le domaine de la mémoire. Et on commence toujours par une prise de conscience des difficultés avec l'enfant, c'est-à-dire qu'est-ce qui va bien et puis qu'est-ce qui va un peu moins bien. Et une fois qu'on a pris ce temps d'analyse entre l'enfant et le professionnel, on peut se dire, bon ben voilà, on va partir sur ces points forts qui vont permettre d'être de bases solides pour justement accompagner les choses qui vont être un peu plus difficiles, à la fois sur le plan scolaire et sur le plan quotidien, de la vie quotidienne. Ensuite, on passe à des techniques plus alors ça dépend un petit peu de l'âge de l'enfant, bien entendu, mais on va aussi travailler sur de la méthodologie. Apprendre à l'enfant à s'organiser, à planifier les choses, faire un raisonnement étape par étape, et ça nécessite de bien structurer les séances, toujours de manière logique, avec un fonctionnement très ritualisé pour aussi les apprendre à transposer, à transférer ce qui se passe en séance dans la vie de tous les jours. Et puis, moi je travaille aussi avec les enfants pour justement leur donner des petites pistes pour apprendre à mobiliser leur attention, leur concentration à l'école, et puis apprendre à mettre en place des petites techniques de mémorisation avec des moyens mnémotechniques, des petites choses qui ne sont pas forcément spontanément la capacité à faire, et donc on va essayer de mettre en place pour essayer d'automatiser ce type de difficultés. Et puis une dernière chose, c'est ce que je vous précisais tout à l'heure dans le cadre du déficit de l'attention, avec impulsivité. On va apprendre aux enfants à gérer leur impulsivité, notamment avec la technique qu'on appelle stop, think and go. Donc c'est stop, je prends le temps de réfléchir, je m'arrête, et ensuite je passe à l'action.
Et donc ça, c'est voilà, la petite métaphore qu'on utilise avec les enfants, c'est les panneaux signalisés, enfin les feux tricolores, c'est ok, je fais le feu rouge, et une fois que j'ai pris le temps d'observer, d'analyser la situation, ben, je vais pouvoir faire les choses correctement sans précipitation. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait en séance. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec les enfants tous les 15 jours sur des séances de 45 minutes. Après, voilà, c'est des choses qui peuvent se faire à la fois en individuel et à la fois en prise en charge globale, en cabinet ou également en institution. Bonjour, donc moi je suis psychologue. Le psychologue n'est pas du tout un rééducateur. C'est quelqu'un qui est là pour amener à concevoir un avenir serein. Parce que les troubles 10 engendrent aussi beaucoup de souffrance. Pour l'enfant, mais on va voir aussi pas que pour lui. Donc la première étape déjà, c'est évaluer. Pourquoi évaluer? C'est déjà repérer les axes de travail qu'on va mettre en place après dans une thérapie. Donc on va essayer de connaître la dynamique, la psychodynamique de l'enfant. C'est-à-dire que vous avez certains aspects psycho-affectifs qui peuvent affecter l'utilisation des compétences. Donc le but, c'est d'arriver à les repérer. Donc, par exemple, l'estime de soi, la confiance en ses capacités, la disponibilité aux apprentissages, la motivation, l'anxiété, parfois même des traits dépressifs. Donc toutes ces choses-là, c'est important de les repérer. Et puis aussi, évaluer un petit peu dans quel contexte est l'enfant. Le contexte à la fois familial, amical, scolaire. C'est-à-dire comment il se situe dans sa relation avec ses pairs, avec ses parents, avec ses instituteurs. L'importance de la famille, on verra par la suite. On mettra le point sur cette importance-là, de leur implication. Après cette évaluation, il va y avoir une prise en charge. Donc cette prise en charge, je vais vous décrire plusieurs aspects, sachant qu'elle reste très personnalisée, bien entendu, en fonction des axes de travail qu'on aura déterminés après l'évaluation. Donc l'accompagnement thérapeutique, il y a le suivi psychologique de l'enfant, donc il faut déjà créer une relation de confiance, et l'enfant, on va lui apprendre à exprimer ce qu'il ressent, pour ne plus contenir ses doutes, ses angoisses, ses peurs, ses souffrances, en lien avec l'handicap lui-même, ou pas du tout. Il peut avoir des souffrances aussi qui sont autres que l'handicap lui-même. Ça peut être aussi par rapport à la relation avec ses pairs, sa place dans la famille, la scolarité. Ce qui est très important aussi, c'est le rendre acteur. Ne plus être comme la petite coquille de noix dans le ruisseau, où finalement il se prend tous les rochers, il subit tout. Donc en fait, il faut qu'il reprenne les rênes, déjà au travers de ses prises en charge, dans sa scolarité, à la maison, mais aussi dans ses loisirs. C'est très important. Il faut lui redonner la notion de prendre plaisir. En étant acteur, c'est-à-dire qu'il va prendre plaisir parce que lui, il agit. Et puis, une autre chose qui est très importante, c'est faire évoluer sa perception sur lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail de revalorisation, souvent, à mettre en place. Souvent, je dis aux enfants, difficile ne veut pas dire impossible. Ça veut juste dire que ça prend un peu plus de temps. Avoir des difficultés, c'est pas être idiot. Souvent, ils ont cette image-là d'eux-mêmes. Sortir d'un système comparatif aussi, pour sortir d'une pression qu'ils se mettent, que les familles mettent parce qu'ils ont envie qu'ils soient aussi forts que les autres. Ne pas se réduire à un handicap. L'enfant a aussi des compétences, des fonctions épargnées, ce qu'on vous dit depuis ce matin. Il faut que l'enfant arrive à affronter ses difficultés et sortir de l'évitement. Oser, par exemple, dessiner. Oser rire de son handicap. Ça, c'est des choses aussi qu'on essaie de faire. Accepter la frustration de ne pas y arriver quand il est confronté à ses difficultés. Accepter d'avoir un rythme différent. Accepter l'injustice. Comme je leur dis souvent, c'est travailler plus pour obtenir moins. Contrairement à un président qui nous disait autre chose. Accepter l'handicap et entrevoir la possibilité d'un avenir.
Donc ça, c'est les majeurs points qui sont abordés dans un suivi avec l'enfant. Et puis il y a aussi la guidance parentale qui est très très importante. Sortir des mots en apprenant à mettre en mots. Les familles sont souvent en souffrance. Alors il y a déjà l'annonce d'un diagnostic, alors qui peut être vécu comme un soulagement ou un état de choc. Donc la famille a besoin de compréhension, elle a besoin de reconnaissance, d'acceptation pour sortir de la culpabilité. Ça c'est très très important. Et du coup sortir aussi de l'enfant idéal. L'entourage familial peut être un bon moyen d'étayer, mais aussi peut être dans la négation du diagnostic. Et alors là, ça engendre une absence de soutien et de la culpabilité. C'est-à-dire que ça peut renvoyer l'image de mauvais parents et pas d'handicap, alors que c'est faux. Ensuite, la guidance parentale, c'est aussi apprendre aux familles d'expliquer l'handicap à l'entourage familial, amical, scolaire, ce qui est souvent le parcours du combattant. On répète toujours les mêmes choses, avec des fois le sentiment de ne pas être compris quand on est parent. Il faut interagir avec les enseignants pour expliquer l'handicap. Certains enseignants connaissent les troubles 10, mais pas tous. Et puis, l'espace aussi thérapeutique permet à ces familles de se sentir entendues dans leurs difficultés, dans leurs souffrances. Les angoisses par rapport à l'avenir, par rapport à l'organisation familiale, parce que c'est pas rien. Là, on a vu toutes les prises en charge qu'il y avait à faire. Mais ça demande une sacrée organisation. Ça demande aussi un financement. Certains actes sont remboursés par la sécurité sociale, mais d'autres non. Donc il y a aussi une dépense financière qui n'est pas négligeable. Il peut y avoir de l'épuisement chez l'enfant, mais aussi chez les parents. Il faut faire face aussi à beaucoup de jugements, d'incompréhension. Donc les familles ont besoin de cet espace pour pouvoir déposer ça. Et puis il y a aussi un accompagnement éducatif. L'accompagnement éducatif, ça va être expliquer aux parents qu'il ne faut pas non plus surprotéger les enfants. Il faut soutenir sans empêcher l'autonomie, ce qui n'est pas simple. La frontière n'est jamais très simple à voir. Ne pas reprocher les maladresses liées à l'handicap. Incapacité ne veut pas dire mauvaise volonté. Respecter le rythme de l'enfant. Faire beaucoup de renforcement positif au quotidien, même sans prise en charge, pour l'image de soi. La place au loisir valorisant, c'est-à-dire qu'un loisir, ce n'est pas une rééducation. Un loisir, c'est pour s'amuser, prendre du bon temps, être enfant. Sortir de la honte, oui, parce que c'est pas évident non plus d'accepter d'avoir un enfant différent de celui du voisin. Rester exigeant et cadrant, car l'enfant n'est pas que handicap. Toutes ces choses-là ne sont pas simples. Et puis il y a aussi ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est la fratrie. C'est-à-dire qu'il y a rarement qu'un enfant dans les familles. Souvent il y a des frères et sœurs. Et ceux-là, souvent, leur place elle est compliquée. Donc il faut déjà qu'ils soient dans la compréhension du handicap. Souvent ces enfants, ils n'osent pas poser de questions aux parents, parce qu'ils n'ont pas envie de les blesser, ils se disent oh là là, les pauvres. Et puis les parents, pareil, ils ont la même attitude, ils se disent ben non, je vais pas les déstabiliser en leur racontant le handicap de leur frère ou de leur sœur. Mais du coup, le silence est choisi, et tout ce qui est tu est imaginé par l'enfant. Donc il faut vraiment libérer la parole. Il faut que la fratrie, chacun trouve sa place. Ne pas vivre que 10. Avoir le droit à l'erreur aussi. C'est-à-dire que souvent, le frère ou la sœur se dit, moi, il faut que je sois parfait. Donc là aussi, c'est pas simple pour lui. Il se sent le devoir d'être irréprochable. Et puis, il y a l'expression des ressentis. Le frère ou les sœurs, ils sont souvent des observateurs silencieux de ce qui se passe. Impuissants. Ils ne veulent pas en rajouter à leurs parents. Donc, ils renoncent finalement à exprimer tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils ressentent. Donc il faut vraiment leur laisser la place pour exprimer différents ressentis, comme la honte, l'agressivité par rapport au frère ou à la sœur handicapée. Et puis il y a aussi cette fameuse pression sociale. Alors ça, c'est pas que les frères et sœurs, c'est aussi les parents.
la pression sociale, chez le frère ou la sœur, souvent ça les met dans un conflit de loyauté. Protéger un frère vulnérable ou choisir d'appartenir à un groupe social. Donc souvent, c'est pas simple, cette question-là pour eux. Toute cette liste énumérée, succinctement, peut faire peur et amener au découragement. Mais n'oubliez quand même surtout pas que cette expérience de vie particulière est aussi une expérience riche amenant la tolérance, la solidarité, la générosité. Et ça, il faut vraiment bien le garder en tête. C'est aussi une richesse, malgré les difficultés. Oui, alors là, ce qu'on souhaite vraiment que vous reteniez, c'est qu'effectivement, tous ces acteurs qui vont graviter autour de vos enfants, ils ont un rôle, c'est vrai, fondamental à jouer. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'ils croisent leur regard au cours de réunions de concertation ou de moments où ils vont justement partager leur appréhension qu'ils ont de l'enfant. Alors, ça rebondit un petit peu sur ce qui a été dit ce matin, en fait, sur la notion des équipes éducatives à l'école, notamment, ou des réunions de synthèse qui peuvent avoir lieu au centre référent, dans les CRPE, dans les réseaux. L'idée, c'est que chacun des partenaires puisse avoir son regard, qu'il n'y ait pas des doublons pris en charge, et qu'on puisse ensemble organiser un parcours de soins qui soit vraiment adapté à l'enfant à un moment donné de son évolution. Et vous en êtes les principaux partenaires, puisque c'est vous, en tant que parents, qui allez pouvoir conduire ces enfants à leur prise en charge. Et c'est vrai, quand même, il faut aussi entendre que c'est pas en édulcorant une ou deux séances de quelque chose par-ci par-là qu'on arrivera à changer les choses chez l'enfant. L'idée, c'est vraiment qu'on lui fasse utiliser ses compétences pour qu'il contourne ses difficultés et qu'il ait aussi des fenêtres où il puisse exister en tant qu'enfant. Donc le regard croisé, je le répéterai plusieurs fois, c'est vraiment ça qui est vraiment indispensable, aussi pour éviter peut-être le nomadisme que vous avez dû vivre en allant faire des bilans vers un tel, accumuler des tas de bilans, et pas savoir par quelle prise en charge démarrer. On vous adressait justement tout ensemble un tableau qui va vous présenter peut-être le panorama en vous disant à qui s'adresser quand l'enfant présente des troubles des apprentissages, quelle est l'étape diagnostique qu'il faut mettre en place, et ensuite quelle est la prise en charge qui paraît la mieux adaptée, toujours en restant avec des bémols, en disant qu'il n'y a pas un parcours type, il faut toujours être attentif à comment l'enfant évolue. L'idée aussi, c'est qu'avant tout, ce sont des enfants qui ont des potentiels, et c'est vraiment pour eux, pour qu'ils aient vraiment confiance en eux et que leur estime de soi soit revalorisée, qu'on travaille avec eux, et c'est dans ce sens qu'on va quotidiennement, je le pense réellement. Et puis, n'oubliez pas, ils ont besoin de s'amuser et d'avoir plein de loisirs. Donc, je vais passer la parole à Sophie qui va nous raconter les loisirs. Donc, les loisirs, donc, comme on l'a exprimé un peu tout, il faut que ce soit avant tout du plaisir pour l'enfant et du plaisir pour surtout valoriser son potentiel. Donc, choisir un sport, une activité en tout cas, pas forcément un sport, mais une activité qui valorise son potentiel et qui ne soit pas forcément à visée rééducative. Donc, je vais passer la parole à Jocelyne Arnaud, donc, de l'association 1, 2, 3, 10, pour nous parler des samedis. Bonjour à tous. Moi, j'ai parler de choses très légères, parce qu'au samedi, on s'amuse et on ne fait que jouer. Donc, en fait, on a décidé de créer une façon de faire jouer les enfants dyspraxiques, puisque nous, on est plus sur la dyspraxie. Donc, c'est pour les enfants dyspraxiques de 5 à 13 ans. On fait ça une fois par mois à l'école Charrière Blanche à Écully. On y fait plein de choses, plein d'activités. On essaye surtout de s'adapter à ces activités le mieux possible par rapport au rythme et aux capacités des enfants. Donc les actions sont verbalisées, imagées, expliquées de manière simple. Tout est adapté à l'individualité de chaque enfant, de chaque jeune. On respecte son rythme, sa sensibilité en tenant compte de sa fatigabilité. Du coup, les enfants entrent très facilement dans les activités, ce qu'ils ne font pas obligatoirement dans le milieu ordinaire. Il n'y a pas de jugement, ça c'est super important. Pas de compétition, chacun fait à son rythme. Les enfants s'entraident beaucoup.
vraiment énormément. Il y en a toujours un pour aider le voisin. Il n'y a jamais de moquerie sur le rendu obtenu. Forcément, le rendu n'est pas génial. Ils ont tous le même rendu, ils sont tous heureux d'avoir fait quelque chose. Et surtout sans regard, en tout cas avec bienveillance. Voilà. Et la bienveillance est vraiment le maître mot de nos samedis. On essaye de donner aux enfants une bonne estime d'eux. On les encourage. On essaye vraiment de montrer qu'ils arrivent à faire des choses. Il n'y a pas de compétition, donc forcément, ils n'ont pas l'impression d'être jugés. On est là vraiment pour qu'ils arrivent à faire des activités qu'ils ne feraient peut-être pas ailleurs. Et on essaye surtout, effectivement, de leur montrer qu'ils y arrivent, parce que souvent, dans le milieu ordinaire, ce sont des enfants qui sont un petit peu chahutés, un petit peu rabaissés, qui sont mal compris et du coup, qui ne sont pas toujours très bien. Voilà, donc ça se déroule à l'école Charrière Blanche, et une fois par mois, et vraiment, je crois que c'est un endroit où ils se détendent. Ils font les choses à leur rythme et je crois qu'ils les adorent. Donc je vais prendre le relais au pied levé de Xavier Hernandez qui devait être avec nous, qui était responsable formation à l'UCPA et qui donc m'a laissé les 6 slides de son PowerPoint, et donc je vais essayer de vous présenter avec l'échange que j'ai pu avoir avec lui au téléphone. Donc il a mis dans cet article de loi au départ, juste pour dire qu'effectivement c'est un droit des enfants, donc d'avoir le droit au repos, au loisir, avoir le droit de participer pleinement à la vie culturelle, artistique, sportive et créative. Donc voilà, et donc ces activités doivent tenir compte à la fois des capacités et des incapacités des enfants et de leur motivation. Il faut effectivement privilégier le ludique par rapport à la compétition, plutôt qu'à la performance, voire plutôt recentrer l'enfant sur ses propres compétences et là où il est capable de grandir sur ses propres compétences. Donc en fait, c'est ses performances à lui, plus que les performances vis-à-vis d'autrui. C'est ses propres performances, d'aller un peu plus loin. Donc voilà, par rapport aux enfants dyslexiques, donc ils essayent donc de présenter des activités sportives donc, qui sont là pour promouvoir la coordination, la latéralisation et la maîtrise cérébrale alternative, donc comme le badminton, le canot-kayak, la randonnée, l'orientation, l'escrime, le karaté et le tennis. C'est des activités donc qu'ils font eux-mêmes, qu'ils font seuls, et donc ça leur permet de prendre confiance en eux. On essaye donc, devant leurs difficultés de concentration, de limiter les prises d'informations dans le jeu. On essaye de distiller un petit peu ces informations pour ne pas les surcharger, qu'ils puissent les prendre en compte. Et on prend en compte aussi la fatigabilité de l'enfant, donc en modulant des pauses et en maîtrisant aussi l'intensité de l'activité physique pour ne pas augmenter cette fatigabilité. Par rapport à un enfant dyspraxique, donc on propose plus volontiers des sports cycliques, répétitifs, individuels et fermés. Pour les enfants qui ont des troubles visio-spatiaux, des difficultés de l'attention, effectivement les sports collectifs sont parfois difficiles à mettre en œuvre et du coup effectivement les postes de gardiens sont parfois les bienvenus en faisant partie de l'équipe, en ayant aussi un rôle crucial, mais voilà, n'ayant pas des tonnes d'informations à prendre en compte. Voilà, pour ces enfants, effectivement, on va utiliser la verbalisation plutôt que de montrer un mouvement, on le décrypte, on le verbalise pour qu'ils l'entendent et qu'ils l'intègrent d'une autre façon. On va essayer de fragmenter l'activité motrice complexe pour donc la mettre en petites séquences et pouvoir que l'enfant décrypte mieux et pourra plus facilement se l'approprier. Voilà, donc l'UCPA veut rendre les loisirs sportifs accessibles à tous, surtout donc, tout ce qui est sport en plein air, à tous en fonction de ces différences, à la fois économiques, culturelles et de situation de handicap. Donc, ils peuvent aider à une recherche de financement pour certains projets
et ils peuvent aussi aider donc à la réalisation de ce projet. Donc là, nous allons voir 3 exemples donc, dont je vous parlerai plus difficilement, mais bon, je vais essayer de vous donner l'essentiel parce que voilà, c'est dommage qu'il ne soit pas là et qu'il puisse en parler parce que c'est des projets qu'il a menés et donc il aurait pu vraiment vous donner les détails. Donc voilà, il y a 3 types en fait de propositions à l'UCPA. Il y a donc une première proposition qui est un espace sportif mobile, c'est-à-dire c'est une petite équipe en fait avec matériel et encadrement qui vient donc sur les lieux de résidence et qui permet donc aux enfants, aux jeunes qui sont éloignés de la pratique sportive, de renouer justement avec cette pratique sportive régulière et leur permet justement de pratiquer l'escalade, l'acrobranche, le poney et toutes les activités que vous pouvez voir avec une aide spécifique. Donc c'est le public visé, effectivement, ce sont des enfants et des jeunes en situation de handicap. Voilà, il y a un deuxième projet qui est cette fois, ce sont des séjours. Donc c'est des séjours de 7 jours environ, donc, et qui sont cette fois donc, toujours pour des enfants en situation de handicap, et donc qui permettent en fait d'apprendre à mieux maîtriser leur corps, à développer leur aptitude physique en étant encadrés par donc des personnes qui connaissent les troubles dont ils souffrent et qui pourront adapter en fait leur pédagogie à ce séjour. Voilà. Et donc le dernier, c'est donc plus s'adresser à des enfants qui présentent des troubles du comportement. Donc c'est un but de socialisation aussi, et un but aussi de travailler le lien parent-enfant. Hein, c'est promouvoir en fait ce lien-là, puisqu'en fait les parents occupent une place centrale dans la prise en charge de ces projets. Et voilà. Et donc Xavier Hernandez m'a bien transmis qu'effectivement, si vous aviez des projets, si vous aviez des questions particulières, donc vous pouvez donc le joindre avec les coordonnées que vous avez ici, ainsi qu'une personne qui est donc au Carré de Soie et qui est à l'UCPA dans le Carré de Soie, et qui pourra vous aider aussi pour vos projets dans les différents styles de séjour qu'ils peuvent proposer. Voilà. Donc je remercie tout particulièrement donc, E = MC10 et tous les intervenants qui nous ont beaucoup aidé, les 4 associations, à élaborer ce PowerPoint, et qui ont aussi donc, fait cette fiche synthèse que nous vous remettrons donc, à la fin de cette table ronde, qui donc reprend donc, ce que disait Marie-Claire, tous les aspects diagnostiques avec les spécificités de chacun. Et je vous invite aussi donc à remplir l'enquête de satisfaction par rapport à cette journée des 10 pour que nous ayons des retours et pour que nous puissions construire d'autres journées des 10 en ayant vos retours. Voilà, donc, je crois qu'on va passer à un deuxième temps qui sera donc un temps d'échange avec vous. Donc voilà, je vais passer dans l'amphi pour justement prendre vos questions. Voilà une petite phrase que nous avons toutes et tous choisie et qui semble bien résumer cette table ronde. Est-ce que vous avez des questions? C'est une question un peu collective. J'aimerais que vous prolongiez tout ce que vous venez de dire en nous précisant si les prises en charge que vous avez évoquées pour l'enfant valent également pour le 10 devenu adulte. Autrement dire, par exemple, un dysphasique de 30 ans qui a toujours des difficultés d'expression orale, de communication. Est-ce qu'il peut encore tirer le profit de séances d'orthophonie ou de psychomotricité? Je me suis posé la question également. Est-ce que vous avez des adultes qui sont pris en charge, ou est-ce que
vous considérez que cette prise en charge va aller essentiellement pour les enfants et qu'après le prix est pris et qu'il n'y a plus grand chose à faire? Non, alors c'est vrai que pour ma part, je vois très peu d'adultes en libéral, donc j'en vois plus éventuellement en institution. Mais il y a toujours un moment donné où on peut accompagner la personne si elle est partie prenante, finalement, si elle a envie, en accompagnement. Et en effet, dans le cas de la dysphasie en psychomotricité, il y a plein de moments où on peut intervenir. Et justement, là, au fil de la vie, de toute manière, on passe des phases. Il y a souvent un moment où on peut avoir éventuellement besoin d'une aide, avoir regard d'une tierce personne. Et il y a des choses qui peuvent se travailler en psychomotricité par le biais du corporel. Justement, par le biais de la relaxation, par le biais de jeux corporels pour prendre du plaisir et du coup on va pouvoir s'ouvrir. Et je pense qu'à chaque âge de la vie, on peut apprendre des choses, on peut avancer et puis quand on est prêt et qu'on a envie, voilà, c'est tout à fait possible. Et en effet, on parle beaucoup des enfants aujourd'hui, mais voilà, c'est selon les stades de la vie. Je sais pas, en orthophonie aussi, Marie-Claire. En orthophonie, effectivement, il y a des orthophonistes qui prennent en charge des adultes et pour la dysphasie. On peut effectivement retravailler avec les adultes dysphasiques sur la constitution de la lexique, l'automatisation de manière de rechercher des mots en mémoire, et de stocker aussi de nouveaux mots, travailler sur les flexions, sur la morphologie. La prise en charge en orthophonie avec les adultes peut se faire à tout âge, il n'y a aucun problème, ça existe vraiment. Okay. J'ai un enfant qui a 7 ans, qui a déjà eu des séances un peu connues, et en fait, il est envoyé là-bas, suspicion dyslexique, et l'orthophonie a arrêté les séances pour l'instant, mais en fait, elle m'a déjà prévenu qu'on soit derrière en CEU pour faire un bilan. J'aimerais savoir pourquoi, en fait, à partir du moment où effectivement on estime qu'il y a dyslexie, pourquoi est-ce qu'on décide d'arrêter et d'attendre. Plusieurs questions. Je ne sais pas s'il y a des orthophonistes dans la salle, mais bon, le choix de l'interruption de la prise en charge, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que les enfants 10, ce sont des enfants qui vont finalement devoir compenser toute leur vie puisque c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc ils ont un cerveau qui ne fonctionne pas de la même façon que les autres. Donc à un moment donné, on va arriver à contourner la difficulté, l'enfant va s'approprier, il va automatiser certains mécanismes. Sauf qu'en même temps, les apprentissages continuent. Donc il aura acquis le mécanisme, on va dire, on stoppe parce que nous, en tant qu'orthophonistes, on sait qu'on sera amené à le revoir à un autre moment. Donc on stoppe, on le laisse souffler et on le revoit à un autre moment où il aura à nouveau besoin. L'idée c'est que c'est un petit peu ce qu'on a essayé de vous montrer avec notre intervention, c'est qu'il faut prioriser certains axes à des moments. Donc, dans le cadre de la dyslexie, c'est vrai que l'orthophonie a toute sa valeur, mais on peut aussi mettre en place d'autres types de prise en charge qui vont compléter et être bien complémentaires à l'approche de l'orthophoniste. Donc, le choix de l'interruption est très difficile, des fois pour l'enfant, les parents et l'orthophoniste elle-même, parce qu'on est très familier aussi avec cet enfant, mais moi je suis assez partisane du fait d'interrompre régulièrement, même d'avoir aussi un regard nouveau par une autre collègue, pour ne pas s'enfermer dans une certaine routine, et qui fait finalement, on va entendre des enfants, moi j'ai eu 10 ans d'orthophonie, j'en ai marre, voilà, c'est aussi penser à plus tard, c'est pas qu'on fonctionne comme ça. Oui. C'est juste qu'en fait, ouais, on ne pose pas le diagnostic de dyslexie tant qu'on n'a pas passé la base du CE. Ah oui, non, mais c'est vrai, oui, tout à fait. La dyslexie, en fait, on va poser une étiquette de trouble spécifique des apprentissages de langage écrit de dyslexie uniquement avec un retard de lecture de 18 mois par rapport à la lecture. Donc, on parlera de retard d'acquisition de la lecture. On pourra prendre en charge l'enfant parce qu'on va repérer qu'il y a des compétences cognitives qui ne sont pas encore en place ou alors qui fonctionnent mal. Donc, ça ne veut pas dire que l'enfant, il ne faut pas le prendre en charge en orthophonie s'il y a un décalage. Mais le diagnostic ne sera peut-être pas posé. Mais normalement, ça ne devrait pas modifier et changer sa manière de prendre en charge l'enfant, en fait.
elle peut le prendre en charge, même si elle n'a pas dit qu'il était dyslexique, elle a repéré lors du bilan certains troubles, donc la prise en charge peut démarrer. Enfin, moi, ça c'est mon avis personnel, là, ça n'engage que moi. Alors, pour les enfants dyslexiques, c'est important qu'ils connaissent notamment leur handicap, qui lui permettent de comprendre leurs difficultés. Mais comment est-ce qu'on peut faire en tant que parent, d'une part d'un côté d'expliquer à l'enfant son handicap, et deuxièmement de lui permettre de garder sa motivation pour l'école? Parce que l'école pour lui c'est une vraie difficulté, et cet handicap permet de trouver pour lui un certain nombre d'excuses. Il n'y arrive pas, donc il n'a pas à faire d'efforts, puisque de toute façon il a cet handicap. Et donc comment est-ce qu'on peut faire en tant que parent pour aider à maintenir la motivation? Est-ce que c'est lui qui ne pourrait pas répondre à psycho là? Alors, la motivation, bien entendu, si elle n'est pas là, c'est très très compliqué pour n'importe quelle prise en charge, hein, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche en priorité. Des fois, on l'obtient, des fois, on ne l'obtient pas. C'est pour ça qu'un des buts, entre autres, d'une psychothérapie, c'est de rendre l'enfant acteur. Acteur de sa vie, reprendre les rênes et avoir envie. Quand il est démotivé, le fait de valoriser ce qui marche va peut-être lui permettre de trouver une meilleure motivation. Un enfant, par exemple, qui est dyslexique, qui a toujours 0 en dictée, ben, si de temps en temps, avec un système de cotation différent, il pouvait avoir 1, 2, 3, c'est-à-dire qu'au lieu de partir de 20 et puis on enlève des points, ben, on part de 0, et puis par rapport à l'ancienne dictée, ben, la première dictée, il avait fait 60 fautes. La deuxième, il y en a plus de 40. Yes, c'est super. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va le motiver. Donc c'est pour ça que tout le monde doit être acteur. Les enseignants, les parents, les prises en charge. Et c'est par des petits actes comme ça que l'enfant va petit à petit se revaloriser et retrouver la motivation. La démotivation, elle peut être due par ben je suis qu'un nul, de toute façon j'arriverai jamais, à quoi bon. La démotivation peut être due à mais je fais que des efforts, ils ne sont jamais reconnus mes efforts. La démotivation peut être due aussi à du cynisme, soit par les petits copains, soit même par des adultes. Il peut y avoir plusieurs sources. Quoi qu'il en soit, une des meilleures méthodes, mais il n'y en a pas de miracle, c'est la valorisation. Mais même dans le quotidien. Voilà. Moi, donc c'est une question très personnelle, puisque mon fils a un TDAH. Pour l'instant, on a diagnostiqué que cela pour l'instant, en novembre dernier. Et je vais aller voir, pendant la consultation, voir un CMP, pour voir éventuellement si c'est une dyslexie. Donc, en priorité, on va rencontrer un médecin pédopsychiatre qui va nous orienter probablement vers différents bilans, parce que c'était la demande de notre neurologue. Et ma question était, quand je vois tous les professionnels qui doivent intervenir auprès de mon fils, est-ce qu'un CMP peut m'orienter vers une ergothérapeute, justement, une psychomotricienne, une orthophoniste? Est-ce qu'il va prendre, enfin, est-ce qu'eux peuvent orienter vers ces gens-là qui seraient dans cette structure, si possible? Et j'avais une deuxième question, c'était, donc mon fils également il fait des selles et des urines encore à 8 ans. De manière cyclique, hein, toutes les 3 semaines, on a ça dans le cycle, que ce soit à l'école ou ailleurs. Et est-ce que ça, c'est plutôt de l'ordre d'une prise en charge psychologique? Je réponds en partie, après je laisserai aussi d'autres collègues parler. Un enfant qui, de façon cyclique, va avoir, on va dire, la culotte sale, si on a écarté l'hypothèse d'un problème physiologique, effectivement, on va plutôt mettre en avant l'aspect psychologique. Donc ce qui va être intéressant, c'est de se dire, mais c'est une façon de communiquer de l'enfant. Ce qu'il n'arrive pas à dire en mots, ben, il le dit sous une autre forme. Donc se dire, mais de quoi il souffre mon enfant? Donc ça peut être en lien avec l'école, avec un trouble 10, mais ça peut être aussi complètement autre chose. Vous avez des enfants qui, par exemple, ne s'autorisent pas à exprimer leur peine vis-à-vis du décès du chien, parce qu'ils disent, ben non, j'ai d'autres soucis bien plus importants, je suis 10, donc j'ai pas le droit d'avoir d'autres souffrances. Ben non, il peut y avoir des souffrances associées aussi, qui ne sont pas forcément en lien avec le trouble 10, mais qui peuvent l'être aussi.
Donc vraiment déterminer quel est le lien de la souffrance. Après, quand vous allez dans un centre spécialisé style CMP, vous avez déjà tout un réseau de professionnels. Il me semble qu'il n'y a pas d'ergo en général, pas d'orthoptiste non plus, neuropsy très rare, psychomote plutôt, ortho aussi, je crois, orthophoniste, pardon. Donc en fait, après, c'est eux qui vont pouvoir aussi vous orienter vers d'autres professionnels. Normalement, le CMP peut être aussi coordinateur de l'ensemble de ces professionnels. Et plus vous allez avoir la possibilité d'avoir quelqu'un qui va avoir ce rôle de coordination, plus tout le monde sera partenaire et plus l'enfant se sentira mieux et pourra progresser dans ses apprentissages. Je suis professionnelle, je suis orthoptiste, je suis aussi maman d'une petite fille dyslexique. Donc ça a été un petit peu particulier pour moi de prendre en charge ma petite fille. Mais aussi, je voudrais dire quand même que je travaille plutôt dans une région de la campagne et que c'est pas facile de prendre en charge les enfants 10. Parce qu'en fait, eh bien, les parents ils font déjà 20 à 30 km pour venir me voir. Et que déjà, s'ils ont déjà une prise en charge orthophonique, une prise en charge des voies psychomotriciennes, et si nous on rajoute notre prise en charge orthoptique, ça fait déjà 3 prises en charge. Donc c'est compliqué pour les parents qui font déjà, ça leur prend déjà presque 1 heure de trajet pour venir faire une demi-heure de séance orthoptique. On dit qu'il faut qu'elle soit quand même régulière. Donc toutes nos prises en charge en tant que professionnels qui sont présentes ici, ça nécessite une prise en charge régulière, donc hebdomadaire, et je trouve ça c'est très lourd pour les parents, pour les enfants. Donc c'est vrai que la mise en place de ces réseaux c'est vraiment bien. Donc on a une coordination en tant que professionnel, ça nous permet de communiquer entre nous, mais il ne faut pas qu'on oublie les parents et les enfants, qui donnent énormément de temps. Et aussi qui, au bout d'un moment, ils se fatiguent. Et on n'a plus beaucoup, il y a des moments où on stagne dans une rééducation. Et puis on en a marre. Donc moi, je ne sais pas quoi faire des fois. Et c'est vrai que j'aimerais bien que vous... Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, comment on fait pour les aider mieux? Parce que c'est notre rôle, hein, on aimerait bien les aider. Vous voyez, pareil, j'ai une petite fille que moi je voyais qu'en orthopsie j'avais fait ce qu'il fallait, j'ai eu l'impression d'avoir ce qu'il fallait. Et il fallait la place, elle avait besoin d'ergothérapie, dans tout ce qui était graphisme et tout. Et malheureusement, la prise en charge d'ergothérapie, en libéral, n'est pas remboursée. C'est une famille qui avait peu de moyens. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Elle n'avait pas de place en centre médicaux spécialisé. Et voilà, on attend. Donc c'est pas toujours facile la prise en charge des profils 10. Et ce matin, quand aussi il disait qu'il ne fallait pas mettre une étiquette mettre une étiquette sur voilà. Alors moi, sincèrement, les parents, ils attendent que ça, qu'on leur dise qu'est-ce qu'il a mon enfant, qu'est-ce qu'il a mon enfant. Et c'est vrai que pour moi, j'ai la chance, en tant qu'orthoptiste, j'ai pas de diagnostic à poser. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile pour nous aussi, voilà, en tant que professionnel, je vous dis des fois, c'est pas toujours évident. On aimerait vraiment, vraiment vous aider plus. Et on essaye de faire tout ce qu'on peut. Mais voilà, mes collègues, j'aimerais bien que vous m'aidiez. Il y a plusieurs choses que vous dites qui passent dans votre message. Là, effectivement, il y a l'accompagnement des familles, il y a l'accompagnement des professionnels. Donc ça c'est des choses qui brodent un petit peu tout le parcours de soins. Vous avez parlé du réseau, effectivement. L'objectif des réseaux de santé sont des dispositifs, comme l'a évoqué ce matin Pierre, qui regroupent des professionnels de santé qui ont choisi de coordonner leur action auprès des enfants, mais pour accompagner avant tout les familles et les enfants vers un parcours de soins qui va être hiérarchisé. Vous parliez de 3 prises en charge pour certains enfants, c'est beaucoup trop.
C'est vrai que lorsqu'on est plusieurs professionnels à se coordonner et à se réunir en synthèse, on sait que l'enfant va poser effectivement une étiquette, il va présenter tel ou tel diagnostic, avec toujours des bémols, parce que c'est quand même très important de dire que ce n'est pas un tatouage, un diagnostic, c'est vrai, parce qu'il peut vraiment évoluer dans le temps et avec l'âge de l'enfant et avec son développement. Le diagnostic sera posé, mais il va conduire à mettre en place un programme de soins qu'on va décliner sur plusieurs années. Il n'est pas obligé de mettre en place d'emblée 3 prises en charge. C'est pour ça que ces professionnels dans le réseau se rejoignent tous les 6 mois et ajustent. On essaye de ne pas dépasser plus de 2 types de prises en charge par semaine pour un enfant. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, de concert ici, l'enfant c'est un enfant, il a besoin de fenêtres, de temps libre, il a besoin d'exister. Donc 3, c'est vraiment beaucoup trop. Et ça rejoint la remarque qu'on a eue en tout début, de l'arrêt de l'orthophonie par exemple. Il faut faire des choix. À des moments, c'est pas parce qu'on arrête l'orthophonie qu'il n'en a plus besoin, c'est pas ça. Mais à un moment donné, on va privilégier telle ou telle prise en charge. On va privilégier la prise en charge orthoptiste, celle de la psychomotricité, pourquoi pas. Enfin, peu importe, mais le choix se fera en connaissance de l'évolution de l'enfant. Donc, il faut vraiment, il faut pas que vous ayez peur d'arrêter les prises en charge. Et il faut vraiment se dire qu'à un certain moment, celle-ci est plus indispensable que l'autre. On peut y revenir, on peut valser. Il y avait la question également financière. C'est vrai que malheureusement, tous les actes ne sont pas pris en charge par la CPAM, notamment les actes d'ergothérapie, de psychomotricité et de prise en charge psychothérapeutique. Quand l'enfant présente un profil multidis et complexe qui nécessite justement l'intervention de plusieurs compétences et de plusieurs professionnels, il peut prétendre à une allocation d'éducation de l'enfant en situation de handicap, et là c'est un dossier que vous allez rechercher à la MDPH. Mais on parle vraiment que de cas complexes, donc d'enfants qui ont aussi plusieurs troubles. Dans le réseau c'est pareil, on prend que des enfants qui présentent des cas complexes. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas d'autres possibilités de financement actuelles. Les CMP aussi qui prennent en charge. Certaines mutuelles aussi peut-être prennent en charge. Donc, à ma connaissance, comme les ergothérapes qui ne sont pas remboursées, je sais qu'il y a certaines mutuelles qui peuvent prendre en charge. Donc, il faut vraiment s'adresser à votre mutuelle. Ça dépend de la mutuelle, ça dépend du contrat que vous avez avec eux. Également, alors par contre, ça s'adresse à certains gros comités d'entreprise, donc sur des grosses entreprises, qui peuvent avoir ce qu'ils appellent comme des fonds d'action sociale et qui peuvent financer partiellement sur des demandes particulières. Et après, en dernier recours, mais alors encore une fois, on s'adresse à un public toujours très ciblé, pour des personnes qui vont vraiment être très démunies financièrement. On peut faire une demande de secours exceptionnel au niveau de la sécurité sociale, et donc une partie des frais peuvent être remboursés. Mais voilà, c'est sous condition de ressources, donc en général, moi je renvoie les parents sur l'assistance sociale du secteur pour connaître précisément les conditions de ressources pour ne pas faire un dossier pour rien. Bien sûr, il y a les CMP qui prennent en charge des enfants, effectivement, gratuitement, puisque c'est directement financé par l'État. Donc, pas hésiter à avoir, on vous a brossé effectivement le tableau en début d'intervention avec tous les intervenants possibles, et tout ce qui est CMP, CCA, etc. Permettre une approche multidisciplinaire de tous les apprentissages avec des professionnels compétents et qui vont se croiser aussi au niveau des synthèses pour pouvoir élaborer un projet de prise en charge commune. Je sais pas si le diagnostic et en tant que parent, des demandes d'association de parents d'enfants dyslexiques, à la fois effectivement c'est diagnostic et l'étiquette, mais pour nous en tant que parents ça a été aussi un grand soulagement, et pour l'enfant et pour les parents, parce que c'est l'identification d'une souffrance et de tout ce qui va avec. Et, du coup, je pense que, voilà, faut pas oublier ça, que le diagnostic c'est aussi parfois un soulagement pour certaines familles et enfants. Bonjour à tous, moi je suis maman d'une petite dysphasique. J'ai 10 ans de prise en charge derrière moi, donc avec différents intervenants ici.
je rejoins tout à fait ce qui est dit sur quid du temps de la rééducation, c'est-à-dire une demi-heure de prise en charge, je pense notamment à l'orthophonie, hein, peut-être pas d'autres domaines, mais une demi-heure de prise en charge pour, on va dire la plupart du temps, au moins une demi-heure, voire 3/4 d'heure de trajet aller-retour. Donc ça, il faut peut-être se poser un petit peu la question, et j'aimerais quand même savoir ce qui est fait un petit peu sur le plan national et au niveau des associations par rapport à ça. Et la deuxième question que j'aurais en tête, c'est, vous parlez tous de compétences de nos enfants, de s'appuyer sur les compétences de nos enfants. Moi, je suis ravie d'entendre ça. Seulement, j'aimerais savoir comment vous vous transmettez le relais. Parce que l'une va identifier certaines compétences, l'autre va identifier d'autres compétences. Est-ce que ce relais est transmis aux écoles, aux enseignants? En 10 ans de rééducation, je n'ai jamais eu un bilan de qui que ce soit écrit avec mis en avant certaines compétences et puis surtout suggérer aux enseignants, suivant le niveau de l'enfant, ce que l'on peut mettre en place, parce que les enseignants sont complètement démunis, mais complètement démunis face au handicap 10. Et je pense que des petites idées, des petites suggestions, des petits trucs seraient certainement les bienvenus, parce qu'ils sont vraiment en manque de formation et d'information par rapport aux 10. Et le dernier volet par rapport à l'aspect compétence, c'est par rapport aux parents. Parce qu'à aucun moment les parents ne sont associés à cette démarche, c'est-à-dire qu'à aucun moment les parents ne peuvent participer à la rééducation de leur enfant. Or, nous les avons, la plupart du temps, nous les avons tous avec nous bien longtemps, hein, enfin le plus possible, disons. Et qui nous apprend à prendre en charge correctement notre enfant? Qui nous dit qu'il ne faut pas s'énerver pour les devoirs et qu'il faut plutôt considérer son enfant d'une certaine manière pour relativiser, passer à des choses prioritaires et laisser tomber le superflu, on va dire, pour nos enfants 10, hein, je m'entends bien. Qui nous aide? Qui nous explique? Qui nous apprend? Est-ce que vous, professionnels, vous ne pouvez pas aussi nous apprendre à nous à répercuter votre bonne parole auprès des enfants et à pouvoir mettre cela en pratique à la maison, au quotidien? Du coup, je vous assure que le dialogue avec la famille, les grands-parents, les oncles, les amis, etc. serait beaucoup plus facile aussi. Parce que du coup, on aurait une meilleure manière d'appréhender les choses. Je vais répondre, dans les complètement, bientôt dans notre manière de travailler. C'est vrai que dans le temps professionnel libéral, on a après chacun notre manière de travailler. Pour ma part, et puis les collègues que je connais là, on travaille sous forme de bilan écrit, ou après un bilan, on a rencontré la famille. On en a. Des bilans, on en a. Ça, donc voilà, ça je pensais que vous n'aviez pas, justement. Et après, justement, le travail, c'est en partenariat, c'est quand on fait une séance, pour ma part, quand je fais une séance de psychomotricité avec un enfant, il y a toujours 5 minutes au début pour savoir comment s'est passée la semaine, donc c'est avec le parent et avec l'enfant, quelles ont été les difficultés, et puis à la fin aussi, oui, c'est toujours ça, mais oui, mais pas sur toutes les séances, après on peut prendre une séance complète où on fait le point, justement, avec la famille. C'est pas on peut, mais voilà, mais c'est la manière dont on travaille aussi, où toutes les, au bout d'une dizaine de séances, parce qu'on ne peut pas faire un point très rapidement, il faut le temps que l'enfant ait pu intégrer sa prise en charge. Donc ça, c'est une part. Donc à la fin de la séance, on échange aussi avec le parent sur ce qui a pu se passer. Et puis, il y a vraiment un temps de partenariat, comme vous dites. Donc, pour ma part, en libéral, il y a vraiment un partenariat avec la famille. C'est ce que j'aime dans ce travail-là, c'est parce qu'on se voit à chaque séance. Quand ce n'est pas les parents qui accompagnent, on fait des points téléphoniques, ou maintenant Internet, ça aide bien aussi, où on s'envoie des mails et on se fixe des rendez-vous téléphoniques pour faire le point, où on se dit, la prochaine séance, on se rencontre, on prend le temps sur la séance pour du coup échanger. Parce que notre prise en charge, notre éducation, elle ne va pas avancer si on ne travaille pas tous ensemble. Donc, le point principal, c'est l'enfant, la famille. Et il y a aussi le travail avec les enseignants et avec l'école. Et c'est un point d'honneur aussi à pouvoir... Les réunions, c'est une chose, mais ça ne suffit pas une réunion par an. C'est avoir des points réguliers avec les enseignants. Donc ça aussi, je trouve qu'Internet, c'est bien, parce qu'on travaille souvent dans l'air décalé. Mais ce ne sont pas des points réguliers dont je vous parle. Parce que ça, des points réguliers, on peut très bien en avoir. Ce n'est pas le souci. Le souci, c'est vraiment d'expliciter clairement, et ça a été très bien dit ce matin,
c'est que le problème, nos 10 sont tous un profil spécifique. Et ce profil spécifique nécessite, je dirais, une prise en charge des apprentissages à la carte. Et cette carte, si vous ne la mettez pas noir sur blanc à destination des parents ou même je dirais, des enseignants, eh bien on parle. Ça oui, pour parler, on parle. Mais ce n'est pas suivi. Quand on vous parle de faire des points, c'est justement dire, bah voilà, telle chose, en ce moment c'est telle difficulté, voilà ce qu'il faut qu'on peut se faire au quotidien sur l'accompagnement dans les devoirs, sur l'accompagnement que ce soit pour l'habillage, dans l'organisation au quotidien, voilà ce qui est possible de faire et on en reparle la fois d'après, voir ce qui a pu se mettre en place. Et avec l'enseignant, c'est pareil, on ne parle pas pour faire un point, bah voilà, on a fait ça, tout va bien, on raccroche. Non, c'est vous, qu'est-ce que vous rencontrez? Qu'est-ce qu'il est possible de faire dans la classe avec le nombre d'élèves que vous avez? Qu'est-ce que vous travaillez en ce moment? Et c'est pas simplement écouter, c'est que nous on est là pour donner des pistes parce qu'on sait bien que l'enseignant il est seul avec les enfants dans la classe et que du coup il rencontre un enfant 10 à un moment donné mais qui est complètement différent d'un autre enfant 10 et pour cet enfant il a besoin d'une aide peut-être pour écrire alors que pour un autre il va avoir besoin d'une aide pour comprendre les consignes et du coup bah, c'est là où on a besoin de donner des pistes et d'accompagner l'enseignant. Alors j'ai l'impression que vous avez eu un parcours difficile mais c'est vrai que c'est justement notre point de travail. Je vous arrête tout de suite, je ne parle pas que de mon parcours parce que quand vous discutez, quand vous échangez avec beaucoup de parents d'enfants 10, là je ne parle pas de mon vécu, je parle vraiment de comment ça fonctionne dans la réalité et comment les choses se passent au quotidien pour les parents d'enfants 10. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons rien de tangible en matière d'apprentissage, clairement, de prise en charge et de construction de l'apprentissage de nos enfants. Et ça rejoint complètement la question qui a été posée sur la motivation du coup de nos enfants, parce qu'à un moment donné, ils en ont marre, ils n'ont plus envie de venir nous voir, même si vous êtes charmante et qu'ils vous adorent, et qu'effectivement, vous essayez au maximum de les remotiver à raison d'une demi-heure, je précise bien, par semaine. Hein. Donc, on multiplie par 3, on va dire au maximum, donc 1h30. C'est 3 quarts d'heure. Bon, allez, on va aller élargir 2 heures par semaine. C'est pour ça que je parlais de densification des prises en charge. Il y a plusieurs choses qui sont faites. J'entends bien, je suis moi-même parent d'enfants 10. J'ai suivi énormément d'enfants, j'ai 20 ans d'expérience d'orthophonie, donc j'ai quand même pas mal de cas comme ça derrière nous. Je pense qu'il faut quand même rester résolument optimiste parce que comme il y a 10 ans, on ne travaillait pas en communion comme on peut le faire actuellement entre les professionnels. Déjà, chacun travaillait dans son coin avec l'enfant qu'il avait en face de lui et il avançait dans un domaine, mais finalement on ne savait pas comment il est suivi avec un tel. Donc du coup c'était vraiment un enfant morcelé en petits bouts avec tel ou tel professionnel. Donc là, je pense que c'est très important de noter cette évolution de croisement des regards. Après, au niveau, alors, il y avait la question aussi sur l'école. Actuellement, les professionnels du réseau, on intervient dans la formation des AVS, on intervient également auprès de l'inspection d'académie. Il y a eu des livrets au niveau de l'école qui ont été faits concernant les adaptations pédagogiques à mettre en place en classe pour tel ou tel enfant ou tel type de trouble. Ça, c'est des choses très très nouvelles. C'est disponible ça? Mais oui, c'est disponible. Il faut aller sur le site de l'académie, c'est complètement prêt. Donc là, c'est des choses qui sont déjà formalisées et c'est tout récent. Moi, je trouve que c'est vrai qu'avant que ça se mette en place, il faut du temps. C'est vrai aussi, et j'en suis la première consciente, c'est très personne dépendant, que ce soit au niveau des professionnels de la prise en charge de la rééducation, que ce soit au niveau des professionnels de l'éducation nationale ou des parents même. On est très... chacun a une manière d'aborder les choses qui dépend de sa personnalité. Et c'est vrai qu'il y a des cas de figure où tout se passe très très bien et tout se déroule comme du papier à musique. Mais il y avait aussi un autre point sur lequel je voulais revenir, le temps passé avec les parents. On le fait systématiquement. En orthophonie, c'est 3 quarts d'heure la séance. Il faut prendre des rendez-vous dédiés à ce temps. Moi, je sais que je prenais vraiment du temps avec les parents
pour expliquer d'abord la pathologie. Votre enfant a tel trouble, ça va se traduire comme ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? On va également, et je pense que tous les professionnels ici présents le font dans les écoles, pour rencontrer les enseignants et voir avec eux comment on peut adapter l'enseignement au mieux pour que l'enfant évolue et profite de sa scolarité. Mais c'est vrai que c'est très personne dépendant. L'enseignant n'est pas tenu et obligé de mettre en pratique des conseils que nous on va lui suggérer. On ne peut que suggérer, il n'y a pas d'autre possibilité de le faire. Moi j'ai envie, je suis résolument optimiste et j'ai envie de montrer qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites depuis ces 10 dernières années. J'entends bien que c'est un vrai parcours du combattant et que des fois vous êtes livré un petit peu à vous-même en tant que parent et que vous ne savez pas comment vous diriger, vers qui ou comment faire. On essaye la mise en place de dispositifs tels que des regroupements de professionnels, tels que les associations de parents également, que peuvent vous permettre justement peut-être de répondre à certaines de vos questions, mais bon, il y aura toujours des écueils, mais il faut avancer quand même de l'avant, et je pense que vous, en tant que parents, vous êtes vraiment les premiers partenaires de cette prise en charge, puisque c'est vous qui allez mettre en application à la maison et au quotidien les conseils que nous, professionnels, on peut vous donner. D'où, je reviens sur l'intensification des prises en charge, une séance par semaine d'une demi-heure, franchement, ça n'a aucun intérêt. Il faudrait au moins en avoir 2, et puis privilégier un certain type de rééducation pendant une certaine période. Mais bon, ça c'est encore personnel. Juste par rapport à tous ces professionnels, la coordination, c'est les parents qui doivent l'assurer, parce qu'il y a tellement d'interlocuteurs différents. Et puis comme vous avez insisté tout à l'heure, il y a des moments où on doit changer, on doit arrêter. On ne sait jamais, mais en tant que parent, est-ce qu'on doit arrêter l'orthophoniste pour mettre l'ergothérapie, pour mettre ceci, cela? On est un peu perdu là-dedans. Alors, c'est qui doit piloter en fait tout ça? Ça peut être un médecin, ça peut être le médecin, ça peut être un professionnel paramédical, ça peut être les parents. Beaucoup de parents l'ont fait pendant un longtemps et puis du coup ils se sentent ils s'essoufflent, donc ils demandent à un professionnel de prendre le relais. En tout cas, ce qui me paraît important, c'est que ce soit une personne qui connaisse très bien l'enfant et qui le voit de manière très régulière. Pour pouvoir justement organiser des temps de concertation avec les autres professionnels. Donc après, je ne sais pas si vous parlez d'une coordination telle que nous on l'a mise en place au sein de notre dispositif. Elle est en tout cas portée par un professionnel qu'on appelle référent et qui peut être n'importe quel professionnel en charge de l'enfant, mais il faut qu'il le prenne en charge. Donc ça peut être une orthophoniste, une ergothérapeute, un psychomotricien, un orthoptiste, un médecin. Peu importe, il y a une prise en charge régulière et un suivi régulier de l'enfant pour que ça soit efficace. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Mais c'est vrai que c'est à vous, en tant que parent, d'initier. C'est pareil à l'école. C'est à vous, en tant que parent, d'aller initier une rencontre, une équipe pédagogique pour que votre enfant soit reconnu avec son handicap et ses particularités pour que soient mises en place justement des adaptations le concernant. Et c'est vraiment vous qui faites la démarche initiale. La MDPH le souhaite et l'Éducation nationale aussi. Et après, oui, peut-être pour l'arrêt des séances. Oui. Pour la fin des prises en charge, c'est vrai que début d'un projet thérapeutique, on estime un nombre de séances. On fait souvent un point à la moitié des séances, on s'en est, puis à la fin du nombre de séances de prévues, on voit si éventuellement il y a besoin de reconduire ou pas. Après, c'est à nous en tant que professionnels aussi, parce que c'est en effet, vous en tant que parents, vous pouvez vous dire, maintenant on arrête l'orthophonie, on fait ça. C'est à nous aussi de vous dire, là on a bien avancé sur ces points-là, maintenant on se rend compte que c'est plutôt l'expérience. Quand on travaille en réseau, justement, c'est de se dire, on a bien avancé sur ce point-là, on va mettre une fenêtre maintenant, s'arrêter pendant un temps, pour ma part, en psychomotricité, pour démarrer un peu d'orthopsie et après de l'ergothérapie, si besoin, dans une prise en charge, pour justement toujours avoir le souci que votre enfant n'ait pas multiples prises en charge, tout en se disant, on se tient au courant quand même, on voit, si besoin, si à un moment donné, il y a besoin de revenir, on est toujours là, ou simplement, pour échanger par téléphone, pour voir comment ça avance, mais c'est aussi, à nous de vous indiquer. Puis comme vous disiez tout à l'heure, les enfants à des moments s'essoufflent et en effet ils ont besoin d'arrêter, donc on le ressent nous aussi. Et des fois faire les pauses pour les vacances où c'est bien de dire nous professionnels, ça nous arrive de dire aux parents on s'arrête peut-être pour les 15 jours même si on travaille
pour que vous fassiez autre chose, que justement il n'y ait pas d'accompagnement pendant les vacances et puis que, voilà, que les choses se posent ou une pause pour qu'ils puissent avoir envie de faire autre chose et de ne pas s'essouffler, parce qu'on le ressent bien dans la prise en charge. À un moment donné, il faut aussi arrêter, passer, voire même changer de professionnel aussi. On a parlé de fenêtre thérapeutique, mais parfois aussi, ça peut être bien de changer de professionnel, où on a passé peut-être 2-3 ans avec un professionnel. Il y a plein de choses qui sont travaillées, mais c'est peut-être temps de passer à un autre professionnel pour... par contre, il faut qu'il y ait du lien entre les deux professionnels aussi, qu'il y ait une passation qui se fasse, mais pour peut-être une proximité au niveau de la maison ou autre, que les choses s'organisent au mieux. Hein. C'est vrai que passer 3 quarts d'heure en voiture pour aller voir un professionnel, c'est dommage, parce que du coup, c'est au détriment de l'efficacité de la prise en charge. Il faut éviter. C'est vrai que nous, on a la vocation en fait, de notre dispositif, c'est de pouvoir vous soulager, vous accompagner et de faire en sorte que les enfants soient pris et un accès rapide à des soins de proximité. Moi j'ai envie de dire également, il ne faut pas hésiter à interpeller les professionnels avec qui vous travaillez. Il faut avoir confiance en eux, donc aussi leur faire part d'état d'âme comme ça. Enfin, moi ça me paraît indispensable d'interpeller vos professionnels en disant mais voilà, en ayant cette demande d'aide, de choix, de coordination notamment ou autre, mais ils sont là, ça fait partie c'est notre mission en tant que professionnel, on est là pour accompagner l'enfant et sa famille et ses parents. Donc, je vois peut-être les choses très, très roses, hein, mais il faut interpeller, et si ça ne va pas, il faut changer de professionnel. Voilà, je ça comme chose. Moi, je vais vous poser comme question comment prioriser l'accès, la thérapeutique chez l'enfant. Qui décide de dire bon bah actuellement c'est vraiment l'orthophonie qu'il faut privilégier et à tel moment parce que c'est comme ça après qu'on se retrouve avec 3 ou 4 interventions par semaine et un enfant qui s'épuise. Oui. Donc qui décide à un moment qu'il faut privilégier l'orthophonie ou plutôt l'ergothérapie ou la psychomotricité? Dans un choix comme ça, enfin, là je parle pour toutes, hein, parce que c'est vraiment des choix concertés. Les programmes de soins, mais je vous parle de l'expérience du dispositif de réseau qui a formalisé justement le fait de comment mettre en œuvre un parcours avec des choix. Il n'y a pas une personne qui va dire stop, on arrête. L'idée, c'est que toutes les personnes qui ont rencontré l'enfant en évaluation ont dressé un profil d'une prise en charge qui pourrait se décliner sur 2, 3, 4 ans, et qu'ensemble, à un moment donné, en fonction de son évolution, ils vont se réunir et ils vont dire, ben là, il a bien avancé dans ce domaine, il est temps maintenant de passer à cette partie-là. Quand on n'est pas au sein d'un dispositif, la personne que vous aurez choisie pour coordonner ces prises en charge et qui sera peut-être le pivot, le médecin traitant, hein, qui sera le pivot entre tous les intervenants, il sera à même de vous donner ces conseils-là. Il ne faut pas hésiter à prendre des rendez-vous dédiés à ce type de consultation auprès de vos médecins. Ils sont formés, mais il ne faut pas les voir lors d'une consultation pour une angine ou autre, parce que là pourra l'appuyer. Il y a des rendez-vous dédiés sur les troubles d'apprentissage, ça permet justement de pouvoir évoquer avec lui quel parcours mettre en route pour l'enfant. C'est un travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe, avant tout, oui. C'est vrai que oui, mais il faut que les gens se retrouvent, donc soit par téléphone, mais il faut l'initier en disant j'aimerais bien avoir votre avis à vous en même temps pour faire avancer l'enfant. J'allais dire, il suffit de donner les coordonnées des différents intervenants si jamais on ne fait pas partie de réseau ou d'autres choses. Donc si un médecin généraliste peut tout à fait, ou même autre, j'allais dire, prendre contact avec les différents intervenants auprès de votre enfant de rééducation et sans soin. Voilà. Et du coup, prendre une décision collégiale par rapport à la fatigabilité de l'enfant, par rapport à... Alors, je pense que c'est tout à fait faisable. Mais encore faut-il que les médecins soient formés à ça, parce que comme l'a dit le professeur Roy ce matin, il n'y a aucune formation dans le cursus. On est bien d'accord, dans le cursus c'est normal, mais maintenant de plus en plus, hein, et donc le docteur Girardon, il le dit bien, toutes les formations qui sont proposées pour les médecins généralistes sont remplies, elles amènent du mal à répondre à la demande. J'allais dire, maintenant c'est vrai que c'est quand même un sujet qui émerge, hein, on est bien d'accord. La preuve en est cette réunion qui dure toute une journée. Et donc voilà, avec énormément
de monde. Donc voilà, c'est des choses pour lesquelles les généralistes sont de plus en plus sensibilisés. C'est vrai que voilà, c'est pas non plus une priorité parce que effectivement ils ont aussi un champ très très large de compétences et que du coup c'est compliqué d'être compétent dans tous les domaines. Mais c'est vrai qu'il faut que ça soit j'allais dire, une priorité de santé publique et surtout de prévention. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive justement à mettre en place, c'est ces consultations standardisées où les enfants sont dépistés à 4, à 5, à 6, etc. Et en médecine scolaire, et en médecine de PLI, et en médecine générale. Et plus on sera nombreux, et plus je pense qu'on pourra arriver à ce que les interlocuteurs soient autres. Ça peut pas, c'est pas forcément un médecin généraliste, ça peut être le médecin de PLI quand on a 4 ans et qu'on ne parle pas, ça peut être le médecin scolaire parce que le médecin scolaire est super investi, etc. C'est vrai que nous, en tant qu'association, j'allais dire, on rencontre quand même, on fait des formations auprès des enseignants et on se rend compte de plus en plus que la plupart sont quand même, ont des idées, évidemment, ceux qui sont là et sont présents à la conférence. Vous me direz, c'est ceux qui sont le plus intéressés, ceux qui ne sont pas là, voilà, effectivement, c'est toujours comme ça. Mais bon, voilà, est-ce qu'il faut voir toujours le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Mais c'est pas une histoire, excusez-moi, c'est pas une histoire de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, c'est une histoire de la demande des parents, de savoir en tant que parent, essayer de juger, jauger où en est exactement mon enfant par rapport à ce que me dit l'école, par rapport à ce que me dit le neuropsy, l'orthophoniste, l'orthoptiste, l'ergo, le machin. Et qui fait la synthèse aujourd'hui? C'est le parent. Mais le parent n'a pas la formation et n'a pas les explications nécessaires pour toujours justement voir les choses à leur juste manière. Et c'est dans ça que je vous posais la question, pourquoi ne travaillez-vous pas davantage avec les parents, mais en les formant? On a besoin d'être formés, on a besoin qu'on nous explique davantage que la dyscalculie, ce n'est pas un problème d'utiliser une addition ou une soustraction, mais que c'est un problème d'orientation spatiale la plupart du temps de l'enfant, ou que c'est un problème de savoir ce qui est petit par rapport à ce qui est grand. Ça, une fois que le parent le comprend, il peut avec son enfant faire des ateliers de cuisine et prendre de la farine et faire des gâteaux avec 1 kilo de farine ou avec 100 grammes de farine. Vous voyez, alors moi je vous dirais, voilà, je pense c'est que comme ça la demande. Vous pouvez trouver cette formation, en tout cas ce partage, j'allais dire sous forme un peu de groupe de parole dans les associations. Hein. J'allais dire dans les associations, on est justement là pour partager notre expérience et justement le bon petit truc ou qu'est-ce que tu as fait toi pour ton enfant, etc. J'allais dire c'est plus de cet ordre-là parce que est-ce que réellement on apprend à être parent? Je ne crois pas. On fait ça avec ce qu'on est, on essaye de faire le mieux possible. Je crois qu'il faut surtout avoir confiance et qu'on ne peut pas apprendre à être parent, on ne peut pas apprendre exactement ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Je crois qu'il faut s'écouter, je crois qu'il faut savoir s'écouter et savoir se dire ce que je fais le mieux que je peux avec l'histoire de mon enfant, avec mon histoire, parce que cet enfant, c'est aussi le fruit de 2 histoires, c'est le fruit de 2 histoires, c'est le fruit d'un couple, et que du coup, forcément, il faut prendre l'enfant dans sa globalité. Donc ça ne s'apprend pas, c'est pas mathématique, j'allais dire, il faut savoir s'écouter, de dire, bon bah moi, voilà, effectivement, savoir écouter tous les professionnels aussi, mais j'allais dire, après, on prend une décision collégiale avec tous, et voilà, et puis et l'enfant grandit, mais je ne pense pas qu'il faut forcément avoir un schéma très précis de ce qu'il faut. La décision collégiale, elle n'existe pas, peut-être vous avec votre réseau. Mais nous, dans les je n'ai pas généralisé, madame. Je n'ai pas généralisé, madame. C'est chacun. Oui, c'est En campagne, on a vraiment, nous, ce souci-là. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens de la campagne. Je crois que chacun a sa spécificité. Alors, on n'a pas cette collégialité-là. On n'a pas cet échange-là. C'est vrai que c'est. Alors, je vais permettre. Voilà, il va falloir qu'on arrête cette table ronde parce qu'ensuite, donc, on a la conférence qui va débuter à 16h30 et qui sera retransmise dans tous ces amphithéâtres. Donc, je vous invite, si vous avez d'autres questions à titre personnel, de contacter, de prendre contact avec tous les intervenants de cette table ronde que vous retrouvez donc, sur le stand E égale MC10 et aussi sur le stand donc 1, 2, 3, 10 ou sur le stand d'AD10 dont je fais partie.
Voilà, je vais vous distribuer ces petites feuilles donc, en sortant. Voilà, pensez bien aux enquêtes de satisfaction et en espérant avoir répondu pour une part à vos questionnements. Merci. Scarborough Fair, parsley.